Bonjour à toutes et à tous, je suis Alicia Couder, je suis la directrice générale adjointe de Labrador Transparency et je suis très heureuse de partager un café avec vous en cette fin de matinée et avec Joanne Mangoua, qui est directrice conseil chez Labrador Transparency. En 30 minutes, nous allons vous présenter les grands enseignements de l'étude que nous avons menée sur les premiers rapports de durabilité publiés par les sociétés du SBF 120. Chez Labrador Transparency, nous croyons que la valeur de l'entreprise repose sur la qualité de son information. Lorsqu'elle est simple, claire et didactique, elle permet de décider en confiance et générer une performance mesurable. C'est ainsi que la transparence montre ses bénéfices et c'est sous ce prisme que nous avons lu les premiers rapports de durabilité. Vous avez la possibilité de poser des questions lors de ce webinaire. Nous n'aurons probablement pas le temps de les prendre en direct, mais nous y répondrons soit sur notre site internet, soit par email, ou bien alors lors du deuxième volet de ce webinaire qui se tiendra le 12 juin, en présence cette fois d'utilisateurs de l'information que vous publiez, et plus précisément d'une agence de notation, d'une banque et peut-être d'un analyste financier. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Nous avons tous, pendant plusieurs mois, j'avais presque envie de dire fantasmé sur le rapport de durabilité. Chez Labrador Transparency, nous avons même imaginé le rapport de durabilité idéal, essayer de le rendre concret, le rendre plus pédagogique à travers des infographies, une structure qui rendrait l'information plus accessible. Mais maintenant, quel est le bilan? À quoi il ressemble en réalité ce rapport de durabilité dont on a tant parlé pendant des mois, voire même des années? Joanne. Alicia, merci pour la question. Bonjour à tous et très heureuse d'être avec vous ce matin pour partager donc ensemble un café et 30 minutes de décryptage flash. Alors, pour répondre à ta question, à quoi est-ce que ces rapports ressemblent, j'aborderai donc le sujet de la structuration de ces rapports et surtout de l'accessibilité également. Alors, le constat principal est que les entreprises semblent avoir consacré leur effort à répondre à un exercice réglementaire sans avoir forcément saisi l'opportunité de le transformer en levier stratégique. Donc, concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé? On a des rapports plutôt denses, 133 pages en moyenne. Par rapport à N-1, c'est en moyenne 36 pages de plus, avec un minimum de 44 pages et un maximum de 299 pages. Tu les as toutes lues? Toutes lues. Phrase après phrase. Alors, donc, les secteurs les plus disants, donc, avec les rapports les plus volumineux, on a les services aux collectivités avec en moyenne 151 pages, le secteur immobilier avec 150 pages en moyenne, le secteur de la santé avec 146 pages en moyenne. Les secteurs les moins disants, si je peux les appeler ainsi, on a pétrole et gaz avec 87 pages en moyenne, biens de consommation avec 126 pages en moyenne et le secteur industriel avec 129 pages en moyenne. Donc, concernant la dénomination, aucune tendance ne se dégage. On a 48% des émetteurs qui l'ont appelé état de durabilité, 47% l'ont appelé rapport de durabilité, et le reste ont plutôt appelé ces rapports-là information en matière de durabilité. En tout cas, nous concernant, et pour la suite des 20 prochaines minutes ou 25 prochaines minutes, on parlera de rapport de durabilité. Et puis, quoi qu'il en soit, donc, en tout cas, quelle que soit la dénomination de ce rapport, dans 59% des cas, les émetteurs ont consacré un chapitre au rapport de durabilité. Donc, dans les DU, documents d'enregistrement universel ou RFA, on a un chapitre dans 59% des cas qui s'appelait soit rapport de durabilité ou soit état de durabilité. Les 41 autres pourcents ont présenté au sein d'un même chapitre ESG global le rapport de durabilité et le plan de vigilance au sein du même chapitre. Et quand ça a été le cas, il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école de ceux qui ont fait un chapitre global RSE avec juste 3 sections. Une section rapport de durabilité, une section annexe et une section plan de vigilance. La deuxième école, ça a été un rapport ESG global avec plutôt des sections correspondant aux 4 grandes parties définies par les normes, donc information générale, environnement, social et conduite des affaires. Puis ensuite une partie plan de vigilance. 77% de ces chapitres sont positionnés parmi les 4 premiers chapitres du DU ou du RFA. Et on a 10 sociétés quand même qui ont changé le positionnement de ce chapitre-là. Ce qui est étonnant, c'est que parmi ces 10 sociétés, 70% l'ont descendu. Donc, on positionnait ce chapitre plus bas par rapport au positionnement de la DPEF ou du chapitre développement durable dans les DU.
On a parlé d'un peu de la volumétrie, du positionnement. Qu'en est-il de la structuration? Alors, donc, la majorité des sociétés ont structuré leur rapport selon l'ordre des normes ESRS. Donc, quand je dis la majorité, en fait, c'est 54%. Donc, ces sociétés-là ont suivi l'ordre des différentes exigences de publication, sans forcément en sortir. Et les 46 autres ont plutôt articulé chaque norme thématique, en tout cas, ont fait l'effort sur la thématique sociale selon les enjeux. Chaque enjeu pouvant traiter plusieurs îlots à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris un enjeu qui pouvait traiter et couvrait plusieurs îlots. On a présenté là où les politiques mis en place, les plans d'actions rattachés à ces politiques-là et les indicateurs et cibles permettant de suivre l'avancement et suivre la performance de ces politiques, de ces actions mises en place. Donc voilà, Alicia, quelques tendances concernant la structuration et l'accessibilité de ces documents publiés. Merci, Joanne. Et dans l'étude que nous allons vous diffuser à l'issue de ce webinaire, avec ton équipe, vous avez choisi des petits focus de transparence, des recommandations ou des idées de pratiques à mettre en œuvre pour la prochaine saison de rapport de durabilité. Par exemple, en matière d'accessibilité, est-ce que tu peux nous donner une bonne idée à reprendre? Bon, je suis sympa, je vais en donner deux sur l'accessibilité. Alors, la première concerne la présentation d'un glossaire ou, à minima, mettre à jour le glossaire général du DU avec des termes issus de ce rapport de durabilité-là. Donc, ça améliore le niveau de pédagogie, ça améliore le niveau d'accessibilité pour tous les utilisateurs et tous les lecteurs, quel que soit leur niveau de connaissance des sujets. Et puis, voilà, ainsi, on fixe des définitions et puis on évite les incompréhensions sur des concepts qui peuvent être clés pour vous. La deuxième recommandation un peu en matière de transparence, ça va être le rappel des nomenclatures des exigences de publication dans les titres. Pas forcément les nomenclatures des data points, mais vraiment des exigences de publication dans les titres. Ça facilite la recherche, ça permet de se positionner et de voir où est-ce qu'on en est. Parfait, merci beaucoup, Joanne. Alors, tu disais que tu avais lu l'intégralité de ces rapports de durabilité. Une des craintes qu'on avait avant la publication, c'était de se dire potentiellement, ça va être des documents assez arides, avec beaucoup de textes, beaucoup d'informations. On a essayé, à travers justement le rapport de durabilité idéal, d'inciter les entreprises à faire lancer des initiatives pour plus de pédagogie. Est-ce qu'elles ont saisi cette opportunité-là ou est-ce que première année égale conformité first? Tu es sur la bonne voie, exactement. Donc, bien que les rapports publiés respectent la réglementation, et ça, c'est vraiment le constat qu'il faut faire, l'information reste difficile à interpréter. Il y a eu peu d'initiatives de pédagogie. Et donc, quand on dit initiatives de pédagogie, on pense à des infographies, des executive summaries, en tout cas, tous les moyens qu'on peut utiliser pour faciliter la compréhension et puis améliorer la lisibilité, la clarté de l'ensemble. Alors, en termes de chiffres, en moyenne, c'est 9 infographies présentées. Je rappelle, ce sont des rapports qui font en moyenne 133 pages. Donc, 133 pages, 9 infographies en moyenne présentées. Le max étant 28 infographies au sein d'un rapport de durabilité. Et il faut quand même noter aussi qu'il y a 5 émetteurs qui ont publié un rapport sans infographie. Ils se sont contentés donc de faire du narratif et de présenter des tableaux qui répondaient aux AR définis dans les normes. Donc, vraiment, 5 sociétés ont présenté un rapport sans infographie. Les sujets ayant été les plus illustrés par des infographies sont l'implication, l'organisation de la gouvernance en matière de durabilité, la présentation ou l'illustration des plans de transition, mais également la présentation de la chaîne de valeur. On a également vu d'autres infographies qui peuvent du coup inspirer les personnes qui nous écoutent ou nous regardent aujourd'hui, avec par exemple la présentation sous forme d'infographie du mécanisme de signalement et d'alerte, la répartition des îlots par typologie, par thème et par thème, des matrices de double matérialité, plusieurs autres thématiques pouvant être présentées sous forme d'infographie et qu'on détaille dans l'étude. Et en 30 minutes, on ne va pas forcément les détailler. Donc voilà un peu ce qui a été fait au niveau des infographies pour pouvoir faciliter la lisibilité et la compréhension. Merci. Alors, je te demande peut-être le nom de la société qui a mis 28 infographies. Je pense que c'est Clariane, si je ne me trompe pas, Clariane. Petit test. Petit test en direct. Bon, très bien les infographies. Si je veux essayer de faire, essayer de mettre un peu plus de pédagogie dans mon prochain rapport,
Donc, très bien, des infographies, la rédaction, on en pourra en reparler, mais est-ce que tu as une autre astuce ou une autre idée? Oui, il y a d'autres, puisque là, on est en train de parler du coup des initiatives de pédagogie. Il peut en avoir plusieurs, en plus des infographies, il peut en avoir d'autres. Il y a plutôt une tendance qui a été répandue. 81% des sociétés ont rappelé systématiquement les IRO en introduction de leur norme thématique. Donc, par exemple, ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite de faire des allers-retours et repartir au début, regarder quels sont les IRO concernés par la thématique en question, etc. Il y a eu également 9 sociétés qui ont présenté des executive summaries en introduction de leur rapport de durabilité ou en introduction des normes thématiques. Alors, executive summaries, c'est en fait présenter sur une page très visuelle les informations clés de la norme thématique en question. Donc, c'est-à-dire, on va ressortir sur une page les enjeux matériels, le nombre d'IRO, les IRO matériels, les principaux plans d'action, les principales politiques, et puis présenter visuellement les objectifs et sous forme de jauge, par exemple, pour représenter l'avancement au regard de ces objectifs-là, si objectifs il y a. Donc, vraiment sur des pages visuelles, présenter, en fait, faire ressortir ce qu'il y a à retenir sur les normes thématiques pour une personne, par exemple, qui n'a pas envie de tout lire comme moi, page par page. On pourrait utiliser ailleurs si j'en ai envie. Exactement, que l'émetteur pourrait utiliser ailleurs s'il a envie. Donc, on a 9 sociétés qui l'ont fait. Et à côté aussi, la possibilité de présenter des interviews en introduction de chaque norme thématique aussi peut être une initiative de pédagogie à partager. Et qui incarne davantage aussi l'information. Merci pour cela. D'ailleurs, les interviews, les entretiens, vous en avez, vous, derrière votre écran, probablement fait beaucoup dans le cadre de votre analyse de double matérialité. Et justement, ça m'offre une transition parfaite sur la DMA. Qu'est-ce que les entreprises ont donné comme information in fine sur la méthode et les résultats de leur double matérialité? Alors, par rapport à l'analyse de double matérialité, laisse-moi d'abord te partager 2 constats. Le premier constat, c'est que j'ai envie de dire, sans surprise, le reporting climat et celui aussi sur le personnel de l'entreprise ressortent comme étant les plus matures par rapport aux autres thématiques. Le deuxième constat, c'est vraiment la nécessité d'une harmonisation sectorielle parce que pour un même secteur, quand on regarde de plus près, souvent, ce ne sont pas les mêmes normes thématiques qui sont matérielles, alors qu'on se retrouve dans le même secteur. Donc, c'est quand même quelque chose, un constat qui a attiré en tout cas notre attention lors de cette analyse de rapport et donc le besoin d'avoir une harmonisation sectorielle et puis pour faciliter aussi derrière la comparabilité de l'information, qu'elle soit sectorielle ou même structurelle en tout cas. Alors, concernant la démarche, d'abord, la démarche d'analyse de double matérialité, 57% des sociétés indiquent avoir sollicité des parties prenantes externes à la société, donc extérieures. Les autres ont soit précisé et indiqué avoir sollicité uniquement des parties prenantes internes ou tout simplement n'ont pas fourni l'information. Par rapport aux résultats maintenant, que nous disent finalement ces rapports de durabilité et cette analyse de double matérialité? Alors, concernant les normes thématiques, en moyenne, on a 7 normes thématiques matérielles avec un top 5 de normes qui ressortent matérielles. Donc, comme j'ai dit en introduction, ESRS E1, changement climatique, ESRS S1 par rapport au personnel de l'entreprise sont 100% matériels chez toutes les sociétés, matériels chez 100% des sociétés. On a ensuite G1, donc conduite des affaires, matériel chez 98% des sociétés. Ensuite, on a S4, consommateurs finaux, et S2, travailleurs de la chaîne de valeur, matériel chez 78%. On a fait le top 5, on va faire le bottom 3. ESRS S3, communauté affectée, matériel chez seulement 43% des sociétés. E4, la biodiversité, matériel seulement chez 45% des sociétés. Et ensuite, E3, l'eau, mais bon, le terme technique, ressources hydriques et marines, matériel chez 47% des sociétés. Donc, on peut se poser la question, peut-être aussi, c'est lié en fait finalement à la maturité du reporting, peut-être post-CSRD, et puis on n'a peut-être pas eu le temps d'aller un peu plus loin sur ces sujets qui peuvent paraître un peu nouveaux et moins matures. Je ne te demanderai pas qui est la société qui ne considère pas comme matériel la conduite des affaires. Je te laisse poursuivre. Merci, Alicia. Alors, donc, en plus des normes thématiques, on a aussi ce qu'on a appelé les entities spécifiques, donc les enjeux spécifiques. 54% des sociétés ont présenté des enjeux spécifiques avec en moyenne 2 enjeux présentés, essentiellement la cybersécurité. Donc, si on va un peu au-delà de ces normes thématiques et qu'on s'intéresse du coup à la présentation des résultats, alors 70% des sociétés l'ont présenté sous forme d'un tableau.
au sein du tableau, elles ont présenté, donc on part des enjeux, des normes thématiques, de la description des IRO, la précision de la typologie de l'IRO, donc si c'est un impact négatif, un risque, un impact positif ou une opportunité. Ensuite, on présente l'horizon temporel et le positionnement sur la chaîne de valeur. C'est ce que la majorité a fait et a présenté sous forme de tableau. Certains sont allés plus loin et ont rajouté une colonne qui présentait le lien entre l'IRO et l'activité et la stratégie du groupe, donc sous forme de tableau essentiellement. On a quand même 32 sociétés qui ont présenté une matrice de double matérialité. Une matrice dans laquelle ils ont positionné les enjeux ou les sous-thèmes matériels. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que donc, dans un enjeu, dans un sous-thème matériel, il peut y avoir plusieurs IRO. Et malgré ça, quand elles ont positionné des enjeux ou des sous-thèmes matériels dans les matrices, il y a seulement 40% qui ont précisé qu'il s'agissait d'une vision agrégée des IRO. Donc, on présente une matrice des enjeux, mais on ne précise pas forcément en fait, que c'est une vision agrégée des IRO, etc. Donc, c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on présente. Donc, en termes de présentation, matrice de double matérialité ou sous forme de tableau. Si on regarde... pardon, Alicia. Une petite interruption parce que je vois quelques questions dans le chat et simplement pour rappeler le périmètre de l'analyse, on est sur le SBF 120 de droit français, donc on est sur 93 sociétés. Exactement. Voilà, comme ça je te redonne le micro. Et pour les autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à poser. Soit on peut les prendre en séance comme on vient de le faire, soit on y répondra ensuite par email ou sur notre site internet, où certaines des réponses se trouveront également dans l'étude que nous adresserons à l'issue de cet échange. Merci, Alicia. Et tu ne me l'as pas demandé, mais j'ai envie de donner un petit reco de transparence et en fait, il fait le lien aussi avec notre rapport idéal qu'on a produit et préparé en amont de cette CSRD, puisqu'on parle ici de l'analyse de double matérialité et de ses résultats. Dans la structuration, je t'ai dit que la majorité, en fait, a suivi l'ordre des normes et des ESRS. Lorsqu'on suit l'ordre des normes et des ESRS, ce qui est demandé, ce sera de présenter d'abord les résultats de l'analyse de double matérialité en répondant à ESRS 2, SVM 3. Puis ensuite, décrire le processus, décrire la façon dont on a fait, en fait, finalement, cette analyse de double matérialité en répondant à ESRS 2, IRO 1. Notre recommandation ici, c'est vraiment pour pouvoir améliorer la fluidité, c'est de présenter d'abord et de décrire d'abord comment est-ce que j'ai fait mon exercice, selon quel processus, selon quelle hypothèse, puis ensuite présenter les résultats de cet exercice-là. Donc voilà, c'est un petit topo et transparence que je partage avec vous. Maintenant, pour poursuivre toujours sur l'analyse de double matérialité, et on regarde maintenant de plus près les IRO, impact, risque et opportunité. J'ai envie de dire le nerf de la guerre. Alors, en moyenne, ça a été 43 IRO matériels, 13 pour le minimum, 197 pour le maximum. Après, ça dépend vraiment, c'est très lié aussi à la structuration des groupes, à certains groupes qui ont plusieurs activités totalement différentes, etc. Donc vraiment, voilà, 43 en moyenne, 13 le minimum, 197 le maximum, avec un top 3 des secteurs biens de consommation, 61 € en moyenne, services aux collectivités, 59 € en moyenne, matériaux de base, 54 € en moyenne. Le bottom 3, services financiers avec 28 € en moyenne, pétrole et gaz, et oui, pétrole et gaz, 30 € en moyenne, et technologie, 31 € en moyenne. En termes de typologie, la majorité des zeros sont en fait finalement des impacts ou des risques. En tout cas, selon moi, ce n'est pas surprenant parce que c'est lié aussi à la maturité du reporting et de là où les émetteurs viennent. On a pendant longtemps fait une analyse de matérialité simple. On a travaillé sur des risques. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est une première année, un premier exercice que forcément on affinera. Du coup, ce qui ressort, c'est qu'il y a plus d'impact négatif, plus de risques. La thématique sociale est celle qui contient le plus d'IRO en moyenne. Ensuite, elle est suivie de l'environnement, puis conduite des affaires. Voilà ce que je peux te dire sur l'analyse de double matérialité et son résultat et le process. Merci beaucoup, Joanne. Alors, une question de curieux et on adore ça. Pourquoi le SBF 120 plutôt que le CAC 40 ? Tout simplement parce qu'on aurait aimé en faire encore plus et qu'il a fallu qu'on se mette un périmètre, donc le SBF 120.
On pourrait faire un focus sur le CAC 40 si ça vous intéresse, bien entendu. Je voulais parler avec toi de la pièce maîtresse, c'est comme ça que tu l'as appelée, la pièce maîtresse du premier ESRS de l'environnement, le plan de transition. Alors, à quoi il ressemble? Est-ce qu'on a assez d'informations dessus? Qu'est-ce qu'ont donné les entreprises en matière d'information sur le plan de transition? Et allez, j'anticipe. Quelle sera ta reco pour cette présentation d'information? Alors, avant de te répondre, je veux juste préciser aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, on a 30 minutes, bon, maintenant 8 minutes, et donc on ne pouvait pas traiter tous les sujets qu'on aborde dans l'étude. Aujourd'hui, on a choisi de faire un focus sur le plan de transition, mais dans l'étude, on aborde également la présentation de l'information générale, de la gouvernance, de la stratégie, de la chaîne de valeur. Donc, on vous invite à aller télécharger cette étude et pour avoir plus d'informations, plus de tendances, ainsi de suite. Alors, pour te répondre, oui, le plan de transition, j'aime bien l'appeler la pièce maîtresse de la norme ESRS E1-1 pour être plus précise. Alors, ce qu'on constate, c'est que son contenu reste encore très variable d'une société à l'autre. L'objectif, en fait, de ce plan de transition étant de fournir une vision claire, une vision cohérente et traçable de la trajectoire climatique aux parties prenantes, au marché. 70% des sociétés ont déclaré avoir publié un plan de transition tel que défini dans l'ESRS E1-1. Parmi ces plans de transition qui ont été publiés, on a 77% qui intègrent le scope 3. Les autres, donc, se limitent au scope 1 et 2. Pareil aussi, c'est lié à la maturité du reporting. Et puis, on a 50% qui vont plus loin et qui fournissent les montants d'investissement alloués, donc des données quantitatives pour appuyer ces plans de transition. En termes de présentation, tout à l'heure, j'ai dit que le plan de transition faisait partie du top 3 des thématiques et des sujets ayant été les plus illustrés à l'aide d'infographies. Donc, 88% des sociétés ont illustré graphiquement leur plan de transition. Donc, ça a été une pratique, du coup, une bonne pratique. Et je fais un peu de suspense par rapport à la reco de transparence, parce que tu me demandes. Alors, par rapport au plan de transition, la reco serait illustrée à l'aide de cas concrets. Les différents leviers de décarbonisation vont aider du coup l'émetteur à rendre leur discours tangible et en renforcer la crédibilité. Parce qu'on parle de transparence, donc entre nous, il faut être sincère, les leviers de décarbonisation, souvent, ils peuvent être très abstraits. Donc, les illustrer avec des cas concrets, présenter des études de cas, en faire ressortir, soit dans des encarts ou voilà, vraiment des focus, constitue une bonne pratique et puis participe du coup à l'amélioration de la compréhension, de la clarté et des initiatives de pédagogie des uns des autres. Donc, j'aurais pu en parler plus haut dans les initiatives de pédagogie, mais voilà, je vous le donne là. Donc, voici ce que je peux, quelle tendance est-ce que je peux te partager aujourd'hui sur les plans de transition. Merci beaucoup, Joanne. Alors, je prends quelques questions où la réponse, oui, nous enverrons les diapositives et surtout l'étude complète dont on parle avec l'intégralité des informations qui ont été analysées par l'équipe conseil de Labrador Transparency. Pour les exemples de sociétés, je ne ferai pas l'affront de te demander tout de tête, mais est-ce que, par exemple, sur les executive summary, tu as une société en tête qu'on peut aller voir J'en ai quelques-unes. Je n'ai pas les 9, mais j'en ai quelques-unes à vous partager. Engie, Ruby, Clariane, Emeis. Donc voilà, c'est celle que j'ai de tête là aujourd'hui. Mais du coup, je ne sais pas combien j'en ai dit. Je pense que j'en ai dit 5. Les 4 autres, par mail. Merci beaucoup, Joanne. Voilà pour aujourd'hui. On voulait être assez synthétique et vous donner quelques premiers éléments avant de vous adresser l'étude et pour pouvoir préparer la conversation que nous aurons le 12 juin, donc dans le cadre d'un webinaire avec des utilisatrices, en l'occurrence de l'information publiée dans les rapports de durabilité, parce qu'il y a ce que vous produisez, il y a ce que nous lisons et puis il y a ce qui est utile pour vos lecteurs. Et notamment, on parlera le 12 juin avec la Barclays et Etifinance.
pour pouvoir comprendre avec eux la manière dont ils utilisent l'information, ce qui pourrait leur manquer, leurs attentes. Leurs attentes, exactement. J'en profite pour les prochains rendez-vous. Pour celles et ceux qui nous connaissent, vous savez que chaque année, on organise au mois de juin un observatoire de l'ESEF, qu'on va réitérer, la date est en train d'être fixée, mais autour de mi-juin, 3e semaine de juin. Et bien sûr, les Transparency Awards Finance ESG qui se tiendront cette année le mercredi 2 juillet à l'Hôtel de l'Industrie à Paris, dans le 6e arrondissement, avec une grande nouveauté qui est le lancement d'un prix sur les assemblées générales, mais aussi, vous l'aurez compris, évidemment, on aura un certain nombre de critères d'analyse sur les premiers rapports de durabilité. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir passé cet instant avec nous. Je vous le rappelle, nous vous adresserons l'étude à l'issue de ce webinaire et je vous donne rendez-vous donc dans nos prochains événements. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.